Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Des projets routiers et infrastructuraux, de même que industriels, sont dans les perspectives de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Et également, il y a un projet basé sur le cacao qui va toucher 3 pays. Mais à l'heure actuelle, les questions de financement font défaut à l'institution financière ouest africaine. À Bobo Dioulasso, il y a des hommes qui se sont donnés pour mission de donner de l'éclat aux femmes. Ils sont coiffeurs spécialisés dans des tresses de diverses natures et ils exercent dans un salon en plein air. Nous irons à leur rencontre dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal. Avant de développer ce titre, notez que le 30 juin prochain, Ouagadougou va abriter le championnat ouest-africain de moto. Et ce matin, les étalons Moto Club qui semblent fin prêts étaient à Kosiam pour présenter au président du Faso leurs actions ainsi que le bilan de leurs activités. Le point avec Oscar Soulama et Kalfa Ouattara. C'est une reconnaissance au plus haut sommet de l'État pour les victoires engrangées dans les compétitions sous-régionales. L'occasion pour Étalon Moto Club de présenter l'association au président du Faso et de faire le bilan de ses activités. C'était l'occasion pour nous de présenter notre bilan au président du Faso. C'était l'occasion pour nous de montrer, de présenter les trophées que nous avons glanés ça et là avec les jeunes. C'était l'occasion de montrer notre détermination à faire exister ce sport-là ici. Ouagadougou abritera le 30 juin prochain le championnat ouest-africain de moto. Et au sortir de cette compétition, Étalon Moto Club entend se constituer en fédération. Il faut savoir qu'il y a d'autres associations qui donnent dans la moto, mais à d'autres utilisations. Il y en a qui sont dans les balades, il y en a qui sont dans les voyages. Mais pour l'année 2020, nous espérons être passés en fédération pour avoir une meilleure visibilité, pour avoir un meilleur accompagnement et pour mieux exister en fait. Parce qu'en association, les actions sont assez limitées. Donc avec ce que nous avons engagé comme expérience, nous voulons passer maintenant à la vitesse supérieure. Plus d'une cinquantaine de pratiques au Burkina. Aujourd'hui, les motards mobilisent de plus en plus et drainent du beau monde. Et cette audience avec le président du Faso donne un nouveau souffle à Étalon Moto Club. Des projets d'aménagement des corridors routiers et des projets structuraux dans les domaines agricoles et industriels sont dans les perspectives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et pour financer ces projets, l'Union économique et monétaire ouest-africaine est à la recherche de fonds. Hier à Ouagadougou, l'UEMOA et ses partenaires techniques et financiers étaient en discussion pour définir la marche à suivre. Les détails avec Vincent Kiendrebeogo. Plan directeur de l'aménagement cacao. C'est un nouveau chantier de développement communautaire dans l'espace UEMOA. De cacao, il faut entendre corridor pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'ambitieux projets de développement infrastructurel montés par la commission de l'UEMOA avec l'appui de la coopération japonaise. Cette rencontre entre l'UEMOA et ses partenaires techniques et financiers prépare une table ronde des bailleurs de fonds en juillet prochain à Abidjan, dans l'objectif de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de ces projets. On a pensé que le projet infrastructure sont très importantes. C'est comme ça que nous avons travaillé ensemble avec l'UEMOA pour établir la liste de projets d'infrastructure qui contribuent au développement de cette région. Nous avons identifié plusieurs projets par pays, mais aujourd'hui c'est le programme prioritaire qui fait autour de 28 milliards de dollars sur 20 ans, je tiens à le préciser. Beaucoup de projets, il y a des projets qui sont déjà en cours d'exécution. Il y a des besoins de financement pour les achever. Les projets prioritaires de cacao couvrent 3 pays de l'Union, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso, plus le Ghana.
Et la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, sera le chef de file des bailleurs de fonds de ces projets. Et au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle, il était question de mise au point pour éviter les dérapages et les désagréments dans la formation des stagiaires. Ce sont là des questions qui ont été débattues au cours d'une rencontre qui a réuni les responsables de l'hôpital ainsi que les encadreurs et les stagiaires. Des représentants d'une dizaine d'écoles de santé étaient également conviés. Le compte rendu de la rencontre est signé Amadou Ilboudo et Maïmouna Traoré. Améliorer la qualité de la formation des étudiants issus des écoles de santé, c'est l'objet de cette rencontre qui a réuni autour d'une même table la direction générale du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle et les institutions publiques et privées de formation en santé. Les écoles forment théoriquement les agents de santé et c'est aux hôpitaux maintenant de prendre la relève pour les encadrer sur le plan pratique. Mais nous avons remarqué, avec quelques difficultés, pour que nous puissions assurer de manière efficace cette tâche qui incombe aux deux entités. Et c'est pour cela que le CHU pédiatrique a voulu prendre le taureau par les cornes pour inviter ces écoles-là afin que nous puissions nous asseoir et puis dégager toutes les difficultés et puis nous donner une feuille de route pour mieux encadrer ces étudiants. Pour le représentant des écoles de santé, cette rencontre traduit la volonté de la direction de l'hôpital de contribuer à former des médecins professionnels à même d'assurer un service de qualité aux populations. En organisant ce cadre de concertation, on comprend aisément que la préoccupation non seulement est académique, mais par-delà même le volet académique, ce sont des préoccupations sérieuses quant au bien-être de la population et au développement même du Burkina Faso, parce que par-delà la qualité de la formation, c'est la santé de la population qui est aussi impliquée dans ces genres de travaux. Au total, ce sont une dizaine d'établissements de santé publics et privés qui ont pris part à cette rencontre de Ouagadougou. De la colonie de la Haute-Volta au Burkina Faso et aujourd'hui la question de l'État-nation. C'est le thème qui a fait l'objet de réflexion lors du panel organisé hier par le ministère de la Communication. Des moments de réflexion où le rôle des médias dans la construction de l'État-nation a été débattu. Le point avec Kosun Koulibaly et Tanga Robert Kafando. Pierre Claver, Ien, Luc Marius Ibriga et Victor Sanou, trois docteurs panélistes pour décortiquer le thème de cette conférence publique, médias et construction de l'État-nation, défis et perspectives. Une conférence publique organisée par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement dans le cadre du centenaire de la Haute-Volta, aujourd'hui le Burkina Faso. Et il est important de rappeler que notre pays a une culture très forte au niveau journalistique et que le journaliste, de par la Constitution même, est le relais important pour cette liberté d'expression, pour cette liberté d'opinion et pour cette liberté de diffuser nos opinions. Comment nous participons donc dans ce cadre-là à créer cet État-nation où nous acceptons, comme l'a dit le professeur Luc Marius Ibriga, la diversité, mais où nous avons également envie d'avoir ce cadre commun ensemble. De la création de la colonie de la Haute-Volta à la construction de l'État-nation, leçons et défis, le rôle des médias dans la promotion de la justice, la responsabilité des médias dans la construction de la paix et la réconciliation nationale sont les sous-thèmes développés par les panélistes. On se demande si on peut parler de nation burkinabé. C'est une question qui divise. Et moi je dis c'est une nation en construction. C'est-à-dire il y a quelque chose d'embryonnaire et qu'il va falloir consolider parce que rien n'est gagné, mais ce n'est pas que du néant. Le rôle des médias, c'est que les médias sont au centre même de la propagande sur l'identité nationale. La modération a été assurée par la doyenne Béatrice Damiba et les échanges qui ont suivi les présentations ont permis aux panélistes d'éclairer la lanterne des participants sur des préoccupations en lien avec le thème, mais aussi avec l'actualité. Et dans ce journal, je reçois pour vous Dr Fatou Ghislaine Sanou. Elle est membre du comité d'organisation du colloque international Étudier la culture. Bonjour Dr Sanou. Bonjour Monsieur Sirima. Et j'ai cru comprendre que l'un des maîtres mots de ce colloque est urgence. Urgence pour étudier la culture. Pourquoi cela?
Oui, parce que nous sommes dans une urgence de parler de nous-mêmes d'abord. En tout cas, merci pour cette opportunité de parler du colloque. Donc, nous avons estimé qu'il était important de parler de nos sociétés. Donc, c'est le laboratoire littérature, espace et société de l'université Joseph Kizerbo, en collaboration avec le laboratoire des Afriques innovantes à Montréal, au Canada. Donc, nous avons pensé ensemble qu'il était important de revoir nos cultures, parce que c'est ce qui crée les liens au niveau des individus pour pouvoir créer une cohésion pour un vivre ensemble meilleur. Et j'ai cru comprendre aussi que des travaux seront soutenus par des réseaux de recherche. Quelle sera leur implication concrètement? Donc concrètement, c'est d'abord la rencontre que nous avons à Ouagadougou même, donc à partir du 12 juin, mercredi prochain. Donc c'est un colloque international qui va réunir justement des chercheurs, des anciens chercheurs, des gens qui s'intéressent globalement à la culture, des apprenants aussi comme des étudiants, pour pouvoir discuter. Parce que la culture, on la sent quelquefois comme quelque chose qui est négligé dans le domaine scientifique, alors que tout le monde devrait en parler. Donc ce n'est pour ne pas laisser justement cette culture-là au niveau d'une certaine frange de la population simplement, pas seulement les artistes, mais c'est tout le monde qui vit la culture. Et c'est important d'en parler autour de nous et avec nous-mêmes. Et il faut noter que ce colloque va se tenir du 12 au 14 juin prochain. Mais qu'est-ce qui est déjà au programme? Donc nous avons un vaste programme qui est mis en place depuis quelques semaines, plusieurs mois d'ailleurs. Maintenant, nous arrivons tout doucement à la phase pratique. Donc à partir du 12 juin, nous avons la cérémonie d'ouverture qui va réunir justement des personnalités du monde culturel et des chercheurs du monde culturel, notamment des artistes, des institutions, etc. Donc pour mettre en avant la culture. Et nous rendons hommage, ce qui est très important également, nous rendons hommage au professeur Salaka Sanou, qui va être bientôt admis à la retraite. Et ce nom ne peut pas ne pas être dit dans le contexte d'un pays comme celui-là, avec tout ce qu'il a fait dans le domaine de la culture. On saura par exemple que c'est un ancien secrétaire permanent de la Semaine nationale de la culture. Il a aussi beaucoup participé aux activités académiques, puisqu'il est ancien chercheur lui-même, professeur titulaire en littérature africaine, et il s'intéresse beaucoup aux cultures. Donc ce hommage sera rendu. Et nous avons, n'oublions pas, justement, un ouvrage collectif qui contient déjà des contributions d'éminents chercheurs qui va être présenté au public qui sera présent. Donc, c'est études culturelles africaines. Donc, c'est pour dire que déjà, à la cérémonie d'ouverture, on a 3 volets. Un hommage rendu à un homme, le professeur Salaka Sanou. Ensuite, la présentation d'un ouvrage collectif sur les études culturelles africaines, et puis nous avons les communications qui vont commencer avec un panel qui est déjà prévu avec des éminents chercheurs. Et également le colloque a un volet qui est basé axé, disons, sur le vivre ensemble. Absolument. Donc, au-delà de la cérémonie d'ouverture, le premier jour, notamment le 12 juin à partir de 14h, nous avons toute la journée de jeudi 13, où nous avons 80 communications qui vont être planifiées dans 3 ateliers différents concomitants. Donc, on aura 80 participants venant de 16 pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de Centre, d'Europe et d'Amérique qui seront présents. Et le dernier jour, notamment le vendredi 14, nous avons une table ronde dans l'après-midi. Et cette table ronde, justement, c'est encore et toujours pour discuter autour de la culture en lien avec la cohésion sociale. Et pour cette table ronde, nous avons 3 anciens ministres de la culture du Burkina, notamment M. Baba Ama, notamment M. Mahamoudou Ouedraogo, notamment M. Philippe Sawadogo, qui feront partie justement de cette table ronde-là pour discuter avec les uns et les autres. Merci, Dr Sanou, et rendez-vous le 12 juin prochain pour l'ouverture du colloque international Étudier la culture. C'est moi qui vous remercie. Pour la suite de ce journal, nous allons à Bobo-Dioulasso, où des hommes spécialistes de la coiffure en ont fait leur passion. Une activité qu'ils exercent avec dextérité et une activité qui attire de plus en plus de curieuses qui n'hésitent pas à tenter l'expérience. Comment cette passion est née et qu'est-ce qui la maintient? Élément de réponse avec Hassan Gourabou et Carole Mireille Tougma. La finesse de ses tresses témoigne de la maîtrise de l'art qu'il pratique. La coiffure d'âme, une activité généralement menée par des femmes. Mais cette fois-ci, nous avons affaire à des hommes.
Dans ce salon en plein air, dans un quartier populaire de la ville de Bobo-Dioulasso, ils sont une dizaine à coiffer et le boss, c'est lui. Je suis venu rendre visite à ma maman au Burkina. L'un de ses frères faisait la coiffure et c'est avec lui que j'ai appris à coiffer. Tout est parti de là. Ce Burkinabé d'origine ghanéenne, installé à Bobo-Dioulasso depuis une trentaine d'années, a su inculquer à ses jeunes bobolais l'amour de la coiffure. Sa cour devient une référence pour apprendre. Oui, j'ai tout apprécié. J'ai commencé à laver des pains, comme bon, j'étais à l'école avant. Les vacances aussi, je viens ici pour voir les jeunes ici. Bon, ça m'encourage de faire quelque chose comme eux aussi. J'ai commencé ça depuis, ça vaut 6 ans comme ça que je suis chez Kwame. Donc, j'étais un danseur. Donc, mais grâce à Kwame, donc un jour ma mère m'a dit que je n'ai qu'à venir chez Kwame pour garantir mon avenir, quoi. Donc j'ai pris ça petit à petit aujourd'hui. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Je peux faire mon bara. Ce salon ne désemplit pas. Entre des curieuses qui expérimentent pour la première fois et les habitués du coin, il faut parfois faire le pied de grue pendant des heures pour se faire belle. C'est ma première fois de venir me coiffer ici. J'ai entendu parler de son nom, Kwame, je ne le connaissais pas. J'ai entendu que c'est un homme, je ne le connaissais pas. Donc, avec la curiosité, je suis venue pour voir, le rencontrer et puis faire ma tête. J'ai l'habitude de me coiffer ici. Si tu te coiffes ici, si tu sors là, c'est très joli. Les gens même te demandent là où tu as fait ça. Voilà pourquoi je suis ici. La coiffure d'âme n'est donc pas l'apanage des femmes. Kwame et ses boys en sont la preuve. Et à Dédougou et à Nouna, il était plutôt question de plaidoyer pour de meilleurs accès à l'eau potable. Les membres du comité de veille et de contrôle citoyen pour le droit à l'eau étaient face aux autorités politiques de la région. Ils ont présenté les résultats d'une enquête qui montre qu'il faut redoubler d'efforts dans la politique eau et assainissement de la région de la boucle du Moun. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Dans le cadre de sa mission de veille et de contrôle citoyenne pour l'accès à l'eau et à l'assainissement, les membres du comité de veille de Dédougou et de Nouna ont présenté les résultats des enquêtes terrain au pouvoir public ici à Dédougou. Le comité a travaillé sur le cas du village de Kari où il y a eu quand même des points de vue qui ont été soulevés sur la situation de l'accès à l'eau et à l'assainissement et nous avons jugé utile d'aller regarder avec un regard citoyen ce qui se passe et de partager avec les autorités. Elles sont au nombre de 15, ces associations et organisations de la société civile, à suivre les actions des décideurs politiques en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement dans les communes de Dédougou et de Nouna. Nous apprécions à sa juste valeur, d'autant plus que nous, en tant que pouvoir public, ça nous permet d'avoir la vision de la société civile sur nos actions sur le terrain et nous permet aussi en fait d'agir en tenant compte d'un certain nombre de préoccupations qu'ils ont posées. Au cours de cet atelier, le comité a proposé des recommandations qui seront examinées par les autorités en charge de l'eau et de l'assainissement. Et dans la nuit du 5 au 6 juin passé sur l'axe Kaya-Dori, un orage a endommagé 6 poteaux de la Sonabel, la Société nationale de l'électricité. Et conséquence, les villes situées sur cet axe, notamment Tougouri, Pisla et Taparko, ont baigné dans le noir pendant 48 heures. Mais dès le lendemain de l'événement, la rupture de la ligne interurbaine Kaya-Dori, des équipes de la Sonabel étaient dépêchées sur les lieux. Lazare Sanou pour les détails. Ce sont ces poteaux de la nationale de l'électricité qui sont à l'origine de la coupure d'électricité à partir de Tougouri dans le centre-nord. Plusieurs localités d'Andouri sont privées d'énergie électrique depuis la nuit du 5 au 6 juin dernier. L'orage qui a eu lieu dans la zone de Tougouri a endommagé nos poteaux
nous avons 6 supports qui, malheureusement, avec ce vent fort, a mis ces poteaux à terre et pratiquement, depuis hier soir, nous avons la zone de Tougouri, Dori et Gorom, Sampelga, qui se retrouvent pratiquement sans électricité. Une équipe a donc été diligentée sur le terrain pour pallier le problème. Actuellement, l'équipe ils sont en train de démonter les câbles sur les poteaux endommagés et également de monter des armements pour permettre de reprendre la ligne en attendant de fixer effectivement les poteaux également que la grue vient d'amener pour permettre de rétablir en fait cette ligne et puis rétablir la fourniture de courant à nos populations. Nous ne quitterons pas ici tant qu'il n'y aura pas d'électricité dans ces localités. Dans l'après-midi du vendredi, les choses sont rentrées dans l'ordre. La ligne interurbaine Kaya-Dori a été rétablie. Des orages qui endommagent des poteaux électriques, cela annonce le début de la campagne agricole. Et c'est le moment trouvé par la LONABE pour soutenir les agriculteurs. Elle offre 300 charrues et 200 oumangas au ministère de l'Agriculture. Ces marchandises, ces matériels plutôt, devraient permettre aux agriculteurs d'être plus opérationnels et aussi les permettre d'emblaver plus de superficie. Le film de la remise du matériel est signé Roger Bembamba et Estelle Judith Assogba. Les lots au Gaïa, les bénéfices au Fasto, la LONABE traduit ici son slogan par une remise d'équipements agricoles au ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. Ce lot de matériel est composé de 200 houes, 200 charrues de 6 pouces et 100 charrues de 9 pouces d'une valeur d'environ 50 millions de francs CFA. Ces outils sont destinés aux producteurs et productrices des 13 régions du Burkina Faso. Soutenir le monde paysan, c'est poser un acte pour renforcer et contribuer, j'allais dire, à notre autosuffisance alimentaire. Donc nous le faisons, nous pensons que, comme notre slogan le dit, les lots aux gagnants, les bénéfices aux Faso, c'est notre approche pour rendre opérationnel et réel ce slogan. Pour le ministre en charge de l'agriculture ici représenté, c'est un soutien renouvelé qui se traduit ce 7 juin encore par l'octroi de ce lot de matériel. Il va permettre d'accroître la productivité, donc d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de nous mettre à l'abri de famine. Nous allons répartir un certain nombre de charrues par direction régionale. On va le faire en tenant compte des contextes des régions, des provinces et des localités dans lesquelles cet équipement va être obtenu, mais en assurant une bonne transparence et puis une équité dans l'accès à cet équipement. Du matériel acquis, à présent, tous espèrent une bonne campagne agricole. À l'international, précisément dans la mer de Chine, 2 navires, dont l'un américain et l'autre russe, ont failli se percuter. Ces genres d'incidents sont fréquents dans la mer de Chine, mais celui-ci n'a pas semblé inquiéter les Russes. Sur cette photo, 2 navires de guerre sur le point de se rentrer dedans. La collision a été évitée en mer de Chine entre un croiseur américain et un destroyer russe. Alors que les relations sont de plus en plus tendues entre les deux pays, les marines respectives se rejettent la faute. Depuis le navire américain, on a pris cette vidéo où l'on voit le destroyer russe manifestement arriver par l'arrière avec des détails qui montrent que ce dernier se serait intentionnellement rapproché. Si ce genre d'incident est fréquent, mais dans ces eaux entre Américains et Chinois d'habitude, il n'a pas semblé inquiéter les marins du navire russe en train de prendre un bain de soleil sur le pont. Ainsi s'achève ce journal que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.